Londres n'est jamais vraiment calme. Même en pleine nuit, il y a toujours des taxis en circulation, des ivrognes qui crient et des disputes dont les échos parviennent jusqu'aux fenêtres des derniers étages. Les agents de nettoyage et le personnel de l'aéroport arpentent les rues sombres pour se rendre au travail, sans même jeter un coup d'œil au personnel du bar, ni aux agents de sécurité qui rentrent chez eux. Mais il est préférable que cela ne soit jamais vraiment calme. Pour les voleurs, il vaut mieux que les bruits de la rue masquent les leurs. Cette théorie se vérifie presque immédiatement lorsqu'il saute du pont en direction d'un chantier. Il parvient à se hisser au-dessus de la clôture de barbelés, mais perd son équilibre et tombe sur des toilettes publiques. La paroi en plastique se brise et il tombe dans les toilettes. À l'aide d'une main, il réussit à contrôler sa chute. Et devinez où sa main atterrit ? Génial. Il reste un moment à ronchonner, priant pour que personne ne l'entende. Mais dehors, il n'y a que le bourdonnement habituel de la vie nocturne de Londres. Il est tranquille pour l'instant. Il se redresse, ouvre la porte et sort. Il lui faut lever la tête afin de pouvoir regarder la structure devant lui. Il se trouve au pied d'un bloc d'appartement, ou du moins de ce qui aurait pu être un bloc d'appartement. Un peu plus tôt dans la journée, il avait demandé au gérant de la sandwicherie d'en face de lui parler de cet endroit. L'homme lui a dit que c'était supposé être un nouveau complexe pour attirer les jeunes actifs dans le quartier. Mais au beau milieu du chantier, l'entreprise a fermé. Aujourd'hui, le bâtiment est vide et doit être démoli. Si la chance lui sourit, il y aura peut-être encore du matériel de construction qu'il pourra récupérer, ou peut-être un peu de câble en cuivre qu'il pourra revendre. Au moins, ça lui permettra d'avoir un toit sur la tête pour quelques nuits. Il a même des toilettes à disposition. Il va inspecter l'endroit et appeler sa femme un peu plus tard. Après une longue journée à travailler sur les étals du marché, elle n'a pas volé son bol à la soupe populaire ce soir. Lui, il ne peut plus y aller depuis sa dernière bagarre. Tous les deux ne sont pas vraiment des sans-abri. Ils n'ont simplement pas de maison pour le moment. Le voleur pénètre dans le bâtiment et jette un coup d'œil dans le noir. Il est entouré de béton et de poutres. Il n'y a pas encore beaucoup de murs. Il n'y a que le sol, le plafond, des escaliers et des piliers de soutien. L'endroit est plutôt assez exposé. Il doit aller explorer en haut pour voir s'il peut trouver un coin tranquille pour y passer la nuit. En montant les escaliers, le voleur entend des voix qui résonnent et qui proviennent de l'immeuble. Il jette un coup d'œil en haut des escaliers. Cet étage semble un peu mieux agencé. Il y a quelques murs. Il aperçoit la lumière de ce qui ressemble à un petit feu de camp. C'est de là que viennent les voix. Des agents de sécurité n'allumeraient pas un feu. Ce doit être des sans-abri. Ah, le voleur déteste les sans-abri. Être trop souvent à leur contact est tout simplement humiliant. Ils n'ont aucune morale, aucune valeur. Ils ne font que mentir et voler. Il aperçoit 2 sacs à dos posés contre le mur. Il va lui falloir être discret, mais avec un peu de chance, il pourra se faufiler et en prendre un, sans qu'aucun d'entre eux ne l'entende. Il monte doucement jusqu'en haut des escaliers. Il y a un objet métallique. Il s'agit d'une massue posée là sur le sol. Il se met sur la pointe des pieds et la prend dans ses bras. C'est lourd. S'il parvient à lui donner un bon coup, il sera tranquille. Il sourit et se dirige vers les sacs à dos posés au sol. Il glisse doucement une main sous la lanière. 3, 2, 1. Et zut, une canette vide tombe sur le sol en béton. Qu'est-ce que c'était ? Oh non. Le voleur prend le sac et se met à courir, mais c'est trop tard. 2 mains l'attrapent et le font se retourner. Le voleur chancelle mais parvient à se maintenir en équilibre. 3 silhouettes l'entourent dans l'obscurité. Il n'a pas le choix. Il balance la massue comme un fou. Il utilise toute sa force rien que pour la soulever, mais il sent qu'elle fait mouche. Il la balance dans l'autre sens, aussi fort qu'il le peut. Ses bras sont épuisés par l'effort. Un homme gémit. Quelque chose de lourd tombe sur le sol. Tous les 4 restent là en silence pendant quelques instants. Le voleur garde la masse à portée de main. Il n'est pas sûr d'avoir la force de la brandir à nouveau, même avec toute cette adrénaline. Cependant, les autres hommes ne le regardent pas. Les 2 autres hommes fixent l'homme au milieu, ou plutôt, celui qui était auparavant au milieu. Les compagnons de l'homme à terre se précipitent vers la sortie. Ils s'enfuient dans la nuit sans même se retourner. Aucun d'eux ne pourra jamais expliquer ce qu'ils ont vu ce soir-là. Le voleur met beaucoup de temps à réchauffer ses mains près du feu. Elles sont gelées et n'arrêtent pas de trembler. Cela prend tellement de temps que le soleil est déjà sur le point de se lever. Il y a quelque chose de rouge sur les mains du voleur. Il peut tout juste distinguer ce dont il s'agit avec cette faible lumière. Ça doit être du sang. Il essuie sa main sur le sol, la plonge dans sa poche et en sort un petit téléphone. Il ne lui reste que 5% de batterie et n'a pratiquement plus de crédit suffisant sur sa carte. Donc, pas le temps d'entrer dans les détails. Il appelle simplement sa femme pour lui indiquer où il est et lui demander de venir rapidement. Elle va devoir sauter par-dessus le pont, très bientôt, avant qu'il n'y ait trop de monde. Bien entendu, il a déplacé le corps. En fait, il est assis à côté en ce moment même. Il ne pouvait pas le laisser en évidence. Ici, avec le feu, il est bien à couvert. Il y a des graffitis sur les murs, ça doit être un endroit très fréquenté.
Si quelqu'un vient le déranger, il sait exactement comment s'en débarrasser. La massue repose sur sa jambe. Au bout d'une heure environ, il entend des bruits de pas derrière lui. Il siffle une fois, 2 sifflements lui reviennent. Sa femme s'arrête net au coin de la rue. Au téléphone, il ne lui avait rien dit de ce qui s'était passé, juste qu'il leur avait trouvé un nouvel endroit. Elle fixe le corps allongé à côté de lui. Des pétales de rose et des bougies, cela aurait été préférable, non? Il hausse les épaules et se tourne vers les flammes. Ce n'est pas sa faute. Légitime défense, comme toujours. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de le fixer. Ça commence à l'agacer à présent. On dirait qu'elle n'a jamais vu de cadavre. Qu'est-ce qui cloche chez elle? Elle ne peut pas... Puis il entend quelque chose. Une faible respiration rauque. Très lentement, le voleur tourne la tête. Allongé sur le sol à côté de lui, avec la moitié de la tête écrasée, l'homme est toujours en vie. Ils les regardent tous les deux d'un œil horrifié. Le voleur saisit la masse et se lève. Cela n'a aucun sens. Sa femme semble également perplexe. Ils examinent plus en détail l'homme allongé sur le sol. Il lui manque un morceau de la tête, mais la blessure en dessous semble avoir complètement guéri. La chair et le cerveau en dessous semblent avoir été cautérisés, comme si l'homme avait été brûlé. Impossible d'être encore en vie avec un tel morceau de cerveau en moins. « C'est bizarre » marmonne sa femme. Elle pose sa main sur le manche de la massue. Elle la lui prend et fracasse la tête du sans-abri. Après quelques coups, sa tête n'est plus qu'une bouillie rouge sur le sol. Il est mort à présent. Ils fixent tous les deux le corps pendant un moment. Plus de respiration. Magnifique. Le problème est résolu. Mais cette bouillie rouge ne ressemble pas vraiment à du sang. Aussi incroyable que cela puisse paraître, sa femme plonge son doigt dans la bouillie rouge. Elle le porte ensuite à sa bouche pour goûter. De la sauce salsa. De la sauce salsa? Oui, de la sauce salsa. Il ne la croit pas. Il se baisse pour goûter à la bouillie rouge sur le sol. Le goût frais du pico de gallo entre en contact avec sa langue. C'est que ce n'est pas mauvais. Si on ne tient pas compte de la sueur et de la crasse du SDF, c'est plutôt pas mal en fait. Le voleur regarde sa femme. Elle plonge 2 doigts dans la substance gluante et la porte à sa bouche. Un sourire se dessine sur son visage. Une lueur illumine ses yeux. Il est marié à elle depuis assez longtemps pour savoir ce que signifie ce visage. Elle a une idée en tête. Trouver des récipients va être le plus grand défi. Ou du moins, trouver des récipients intacts. Fouiller dans les poubelles n'a jamais été le passe-temps favori du voleur. Ça fait un peu trop SDF pour lui. Et après avoir fouillé une 12e poubelle en ne trouvant rien d'autre qu'un minable petit pot en verre, il estime que ça suffit. Il balance une pomme de terre pourrie à sa femme. Elle s'écrase dans ses cheveux. Cette pomme de terre empesterait sans aucun doute n'importe où. Mais parmi toutes ces ordures, c'est probablement la chose qui sent le moins mauvais. Si tu me jettes encore un détritus, je tremperai des tortillas dans ce qu'il restera de toi, dit-elle. Le voleur en a assez. Il sort de la benne et se précipite vers sa femme. Ce plan est nul. Pourquoi c'est toujours moi qui suis couvert de détritus? Pourquoi c'est toujours moi qui entre par effraction sur les chantiers? Il lève ensuite sa main au-dessus de sa tête et au moment où elle aperçoit le pot, elle pousse un cri d'excitation. Elle l'embrasse sur la bouche et lui dit avec enthousiasme que ça devrait suffire pour commencer. Les lèvres de la femme ont un goût de pomme de terre pourrie. De retour sur le chantier, ils se mettent au travail. À tour de rôle, ils soulèvent la massue et l'abattent sur le corps du sans-abri. À chaque coup, ils s'attendent à ce que la magie n'opère plus. Mais non, de la sauce salsa apparaît là, où des bleus devraient normalement se former. Pendant que l'un d'eux martyrise le cadavre, l'autre met la sauce salsa dans les bocaux, en prenant soin de bien fermer le couvercle et d'y apposer de petites étiquettes. Pico de gallo artisanal, 3 pounds 50. Une sauce salsa faite avec le cœur. Tout n'est pas fait avec le cœur, hein, dit le voleur. Un seul bocal le sera. Le reste sera fait à partir des intestins et d'autres choses. C'est pareil. Tu en goûteras un plus tard et tu me diras si tu trouves quelque chose de différent. Il n'a pas vraiment envie d'essayer la sauce salsa des intestins, mais sa femme l'y oblige. C'est elle qui tient la massue. Eh bien, vous savez quoi? S'il ne savait pas que c'était de la sauce faite avec des intestins, il ne l'aurait jamais deviné. Elle a à peu près le même goût que le reste. Ce jour-là, ils sont parvenus à réduire en bouillie la moitié du corps pour en faire de la sauce salsa. Le reste du cadavre gît sur le béton de façon plutôt soignée. Il n'y a pas de sang ou de substance corporelle. En fait, c'est une opération plutôt propre. Ce n'est rien d'autre que de la sauce salsa. Comment on appelle notre boutique au fait? Demande le voleur. Clochard Joe? Sa femme lève les yeux au ciel et réfléchit un moment. El martillo y la pulpa. Le voleur ne parle pas espagnol. Il se contente de rire et fait semblant de comprendre la blague. Du moins, il espère que c'est une blague. 2 jours plus tard, les affaires vont bon train. Dès le matin et jusqu'au tard dans l'après-midi, les pots de salsa se vendent comme des petits pains. Tous deux ont du mal à y croire. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, le voleur doit retourner à son appartement pour se réapprovisionner. Ce sont les codes qu'ils utilisent lorsqu'ils doivent retourner dans le complexe d'appartements délabrés pour réduire en miettes le cadavre du SDF à coups de masse.
Je dis ça juste au cas où ce ne serait pas clair. À 3,50 pounds le pot, leur recette artisanale rapporte gros. Qui aurait cru que les sans-abri pouvaient être si rentables? Sur le marché où ils vendent, il y a apparemment une forte communauté de migrants mexicains vivant tout près. Par ailleurs, quelques mères de famille du quartier ont publié des photos de la sauce salsa artisanale du marché local, ce qui a fait grimper la demande. L'heure est peut-être venue d'augmenter les prix, mais il y a un problème. Quand le voleur arrive sur le marché avec un chariot rempli de bocaux fraîchement remplis, il emmène sa femme à l'écart et discute avec elle à voix basse. Ils sont presque en rupture de stock. Et bien entendu, par le mot stock, il entend en réalité le cadavre froid et pourri du SDF. Sa femme le regarde avec incrédulité. Fait-il semblant de ne pas voir la solution? Si vous manquez d'ingrédients et que votre produit se vend comme des petits pains, que faites-vous? Tu sors et tu te procures d'autres foutus ingrédients. En repartant avec son chariot et sa massue, le voleur se demande pourquoi c'est toujours lui qui doit faire le sale boulot. Mais le voleur a beau chercher, il ne trouve pas de proie. Il se balade dans toutes les rues voisines du bloc d'appartements, mais sans succès. Il s'approche d'un sans-abri endormi et lui donne un coup de pied dans l'épaule pour essayer de le réveiller. Mauvaise idée. L'homme se met à crier à tue-tête, au point d'attirer l'attention de tout le monde dans la rue. Inutile de supplier ou de négocier pour faire bouger cet homme d'un pouce. Le voleur tente quand même sa chance, mais l'homme lui plante ses dents dans la cheville. Le voleur monte en boitant les escaliers jusqu'à leur cachette sur le chantier. Il a un air renfrogné. Après quelques heures, sa femme arrive et le rejoint au coin du feu. Les recettes ont été excellentes aujourd'hui, encore plus que la veille. S'ils continuent comme ça, ils seront riches en un rien de temps. Il fait un sourire à sa femme. Elle lui rend son sourire, puis replace l'argent dans sa poche. 1 minute. Ça ne faisait pas partie du marché. Ils sont associés. C'est 50-50. Elle serre les dents et lui dit qu'elle ne fait que le conserver pour l'instant. La massue est placée à mi-chemin entre eux. Le voleur la regarde, sa femme aussi. Mais ce soir-là, ils ont de la chance. Un ivrogne se promène sur le chantier. Il est tellement bourré qu'il n'a pas le temps de se rendre compte qu'il a été battu à mort à coups de massue. Il n'est plus qu'une belle flaque de sauce salsa bien fraîche dégoulinant délicatement sur le sol en béton. La nuit suivante, 2 autres hommes débarquent. Et ensuite, le voleur a réussi à persuader un habitant antipathique avec un chien de le suivre l'après-midi suivant. Le chien n'en valait pas la peine. Il a couru partout avant qu'il ne l'attrape et n'a produit qu'une toute petite quantité de sauce salsa. Cependant, la récolte est bonne. Tout à coup, ils sont débordés de travail. Les ventes de bocaux s'enchaînent. Tous les habitants de la région en redemandent et en parlent même à leurs amis. Cette sauce est à tomber par terre. Ils veulent tous connaître la recette. Des cadavres de londoniens, des ivrognes, des chiens, ce genre de choses. Les mamans ne sont pas sûres de comprendre la blague, mais elles rient quand même. Tout se passe à merveille, sauf bien sûr en ce qui concerne la cheville du voleur. La morsure est devenue violette et est en passe de devenir verte. Les veines sur son pied et le long de sa jambe commencent à avoir une drôle de couleur. Il faudrait vraiment qu'il aille à l'hôpital, mais il pense que ça ira. D'ailleurs, il n'aime pas vraiment les hôpitaux du coin. Il y est allé trop souvent et y a déjà envoyé plusieurs autres hommes. Mais ce soir-là, il est évident que quelque chose cloche. Alors que sa femme et lui sont assis sur la pile de cadavres au coin du feu, il a tout à coup des sueurs froides. Sa femme rassemble tous les billets en piles bien ordonnés. Ils n'ont jamais eu autant d'argent. Cependant, il a la tête qui tourne. Le voleur s'allonge au milieu des cadavres. Il se retrouve dos à dos avec un banquier d'affaires qui a pris le mauvais chemin pour rentrer du travail. « Ne t'allonge pas encore. Tu dois préparer une nouvelle cuvée avant de te coucher. » Sa femme le dévisage. Il refuse, dit qu'il est trop fatigué et qu'il a mal à la cheville. Elle se met alors à lui reprocher de ne pas faire son travail. Puis, soudain, un déclic se produit dans sa tête. « Je travaillerai plus si tu me donnais ce qui m'est dû. L'argent. Je veux ma part maintenant. » Sa femme pouffe de rire et se lève. Aucune chance qu'il ne voit un centime tant qu'il ne contribue pas réellement. C'est elle qui a eu l'idée. C'est elle qui vend des dizaines de pots par jour. C'est elle qui tient la massue, en ce moment même. Les yeux de l'homme s'écarquillent. « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis que ta cheville te fait mal? Eh bien, je sais comment y remédier. » Avant qu'il n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit, la massue est sur le point de s'abattre sur lui. Voilà de quoi le réveiller. Heureusement pour lui, il réussit à s'écarter au dernier moment et la massue s'écrase sur le sol à côté de lui. C'en est trop. L'heure du divorce a sonné. Il se remet debout et s'empare de la masse. En la tirant aussi fort qu'il le peut vers lui, la partie métallique heurte sa poitrine et il sent un liquide couler le long de ses côtes. Il la repousse. La massue atteint l'épaule de la femme et c'est alors que de la sauce salsa ainsi que des morceaux de tomates se répandent sur le sol. La massue est balancée d'avant en arrière en percutant tour à tour le voleur, sa femme et puis à nouveau le voleur. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une masse et 2 gros tas de sauce salsa. En général, c'est l'odeur nauséabonde qui permet de repérer un cadavre. Mais pour une fois, l'odeur était plutôt agréable. La police scientifique a dû faire preuve de beaucoup de discipline pour ne pas y goûter.
L'un des policiers avait même des tortillas dans sa voiture ce jour-là. Lorsqu'il est revenu au poste le soir, le paquet était vide. Il jure encore aujourd'hui qu'il les a mangés nature, sans sauce. L'histoire n'a pas tardé à faire parler d'elle. La presse locale a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une campagne de marketing virale bizarre lancée par Doritos. Une fois cette supposition émise, cette histoire a fini par tomber dans l'oubli. Personne n'aime la publicité exagérément agressive. Encore aujourd'hui, Scotland Yard n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé sur les lieux du crime. Un officier supérieur chargé de l'enquête a déclaré, selon des sources officieuses, « Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Parfois, il vaut mieux ne pas poser trop de questions. On sait tous qu'il faut être deux pour danser le tango. Mais je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il faut une grosse massue pour danser la salsa. » C'était une modeste tentative visant à tirer une sorte de conclusion au sujet du SCP-3794. Vous avez probablement déjà deviné le surnom de ce SCP, la massue à faire de la sauce salsa. Actuellement conservé dans une armoire classique, ce SCP est considéré comme totalement sûr lorsqu'il est entre de bonnes mains. Vous pouvez vous en servir pour démolir des murs, casser des parpaings ou impressionner votre nouvelle belle-mère avec un bol de nachos maison, en supposant bien sûr que vous ayez les ingrédients nécessaires. Car en effet, lorsque le SCP-3794 entre en contact avec un tissu organique, il réduit immédiatement la surface de l'impact et la zone environnante en sauce salsa. Cette sauce salsa, qui se retrouve sur environ 3 à 8 cm autour du point d'impact, n'adhère pas au reste du corps et glisse immédiatement pour tomber au sol. Si vous regardez attentivement par le trou laissé, vous constaterez que les terminaisons nerveuses, les capillaires et même les artères principales ont tous été instantanément obturés. Cette masse constituerait une arme de crime idéale et très propre, sauf pour la quantité importante de sauce salsa que l'on retrouve partout. Il faut cependant s'assurer de broyer toutes les parties du corps, car les membres ou tissus qui ont été sectionnés continuent de fonctionner et de suivre les ordres du cerveau comme si de rien n'était, chose que notre voleur a appris à ses dépens. La sauce en elle-même est bonne, rien d'exceptionnel, mais elle n'est vraiment pas si mauvaise. Cela prouve bien qu'il suffit de coller une étiquette avec la mention fabrication artisanale sur quelque chose pour que les gens en raffolent. Les recherches sur cette massue ont été suspendues. Un cobaye a été choisi pour s'allonger, la tête au-dessus d'un grand bol. Un chercheur a donné un coup de masse et a démoli la moitié du crâne et du cerveau du sujet en un seul coup. À la grande surprise des chercheurs, le sujet a continué à montrer tous les signes de conscience, en se déplaçant frénétiquement dans la pièce et en écrivant même « à l'aide » avec la sauce salsa. Le sujet est décédé 30 minutes plus tard, au moment où les chercheurs ont goûté le liquide. Depuis lors, la massue n'a pas quitté son armoire. Mais il y a généralement des soupçons qui planent chaque fois qu'on retrouve un pot de sauce salsa dans le réfrigérateur de la salle de repos. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers classifiés du Dr Bob, comme le SCP-513, une cloche de vache, pour découvrir un autre objet anormal qui vous fera entrer dans un monde cauchemardesque. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.